Hello Samson. Bulovina Kastefadi. Alors nous revoilà en salle de consultation du musée du Quai Branly avec des œuvres qui vont être présentées dans l'exposition Fidji 1838 et on va continuer à parler un petit peu de la spiritualité, de la religion fidjienne ancienne, mais cette fois-ci en s'interrogeant un petit peu sur les rôles que jouent différentes entités dans ce qu'on a tendance à qualifier de religion, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a à Fidji anciennement, et c'est toujours en partie le cas aujourd'hui, je vais te dire pourquoi je pense à ça tout de suite, il y a une sorte d'enchevêtrement entre d'une part des figures de chefs, Turanga, et d'autres figures qui sont considérées, ou en tout cas perçues par les Européens comme étant des religieux. Mais la religion fidjienne est en grande partie orientée vers les chefs. Beaucoup, en tout cas de très grands anthropologues, se sont penchés sur cette question. Je pense notamment à Marshall Salins, qui explique que les chefs suprêmes à Fidji sont en fait considérés comme des dieux qui sont incarnés dans la communauté, qui sont domestiqués en quelque sorte par la communauté avec beaucoup de processus qui permettent cette domestication. Mais il y a dans les textes de Dumont d'Urville et de ces hommes notamment des choses très intéressantes sur le rôle que jouent les prêtres, les chefs. Et puis nous, dans les collections qu'on conserve dans les musées, on voit aussi émerger des figures qui sont des intercesseurs avec le monde divin et qui nous permettent d'interroger d'autres choses qui sont peu discutées, et notamment le rôle des femmes dans un paramètre religieux à Fidji dans les années 1830 et avant et un peu après. Pourquoi je me suis dit c'est toujours en grande partie le cas? Parce que j'ai pensé à la devise des Fidji aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous la dire? Crains Dieu et respecte ton chef. Respecte le chef. Donc finalement, les chefs ont changé. Fidji fait partie du Commonwealth. Donc les Fidji reconnaissent comme chef suprême d'une certaine façon le roi d'Angleterre aujourd'hui, le roi du Royaume-Uni. Et les Fidji sont en très grande majorité chrétiennes aujourd'hui, avec donc un rapport à une divinité de ces grandes religions comme on en trouve dans les grandes religions monothéistes. C'est assez différent de ce qu'on a décrit la dernière fois, avec une spiritualité beaucoup plus plurielle autrefois, mais on retrouve des principes de coexistence et d'enchevêtrement entre ce monde de l'autorité séculière et une autorité religieuse qui est celle des prêtres, mais donc aussi des chefs. Mais peut-être que tu veux nous en dire un petit peu plus, toi, de ton point de vue, du point de vue fidjien, toi qui as grandi à Fidji, et que tu te souviens de la façon dont on se comporte vis-à-vis des chefs, vis-à-vis de la religion. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Depuis l'évolution du christianisme à Fidji et aussi l'évolution de la société fidjienne depuis cette époque-là, on voit très très clairement la convergence du christianisme et le système traditionnel fidjien. L'idée de la spiritualité qui est maintenant, comme tu as très bien dit, le monothéisme, les religions monothéistes sont vraiment très très présents. Le christianisme et une petite partie l'islam aussi. Et donc, il y a une adaptation de la religion de l'Antiquité fidjienne vers le christianisme maintenant qui est très marqué. C'est-à-dire les rôles des prêtres ou les pasteurs maintenant sont c'est les rôles très très importants. Ils ont beaucoup de pouvoir politique aussi. Cette évolution était ce qui donne une sorte de nouvelle identité à la société fidjienne, qui s'éloigne malheureusement de les traditions, les religions, la pluralité
de la religion fidjienne à l'époque. Avec un respect en particulier des forces de la nature. Exactement. Et un respect qui était basé sur la préservation de la nature. Parce qu'on imagine les îles Fidji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 300 îles, 350 îles. De l'Est, il y a beaucoup d'archipels. Et sur les archipels, il y a une limite des choses qu'on peut faire, cultiver, mais les gens ont survécu sur ces archipels depuis 3000 ans. Oui. Et donc la religion jouait énormément, un rôle énorme pour la préservation et la ritualisation des pratiques liées à la religion pour préserver justement tout ça. Mais maintenant, avec l'évolution qu'on a vers une idée plus globalisée sur la religion, on trouve maintenant à Fidji aussi les mouvements chrétiens, évangélistes, qui sont une évolution de la tradition de méthodisme du 19e siècle et le catholicisme. Donc il y a certains rituels, bien évidemment, qui sont toujours présents dans la société fidjienne, qui datent de cette époque. Et donc, où il est très très marqué les rôles des rôles traditionnels des différents clans dans la société fidjienne. Donc, c'est regrettable de voir une certaine partie de la religion traditionnelle fidjienne qui sont en train de se perdre en ce moment. Et qui visait effectivement à préserver des écosystèmes. Exactement. Qui sont fragiles et qui sont, de nouveau, c'est vraiment encore une fois un aspect important de ce qu'on veut montrer dans cette exposition, qui sont très variés. Oui. Et c'est vrai que tu as mentionné le fait que sur certaines îles, les îles basses, les îles coralliennes, c'est extrêmement difficile de cultiver quoi que ce soit, mais les populations ont développé des techniques de culture, avec notamment des puits de culture, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aussi énormément de pratiques d'échange. C'est tout un tas de réseaux d'échanges qui structurent l'archipel et qui permettent à des choses qu'on trouve sur les îles hautes d'atteindre les îles basses et vice-versa, avec des spécialisations de l'artisanat dans ces différentes régions. On revient sur la fabrication de mangi-mangi. Exactement. Qui était la spécialité des gens des îles, les atolls de l'Est, qui étaient changés avec les gens de l'intérieur, avec la poterie. Parce qu'ils n'avaient pas l'argile. L'argile qui vient des rivières, c'est bord des rivières. Absolument. Et donc cet échange qui traversait la mer pour faire des échanges là, il figure énormément sur, c'est pas seulement un échange économique, c'était aussi les échanges pendant les grandes cérémonies de fin d'année. Et qui était une cérémonie religieuse aussi, ces échanges de biens et des richesses. C'est très important ce que tu mentionnes parce qu'il y a un aspect de la spiritualité fidjienne qu'on n'a pas encore mentionné et qui est un aspect culturel plus large, qui est l'importance, et on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce qu'on manque un petit peu de temps, mais qui est l'importance de tout ce qui est immatériel, la musique, les danses, les histoires, tout ça participe aussi de la religion et de la spiritualité à Fidji. Par exemple, la danse qui est très documentée par les premiers visiteurs européens à Fidji, la poésie, le chant aussi, sont liés, très très liés avec la spiritualité, et des gens, certains clans ont leur responsabilité pour composer la chorégraphie et les danses, etc. qui traversent, c'est toujours pas la religion. Le compositeur ou le chorégraphe entre en transe, et donc toute la société ou le village ou les tribus sont là pour mémoriser tout de suite les paroles qu'ils racontent, qu'ils chantent, et les actions, les gestes pour la danse. Donc ça prend des heures, ils répètent, mais tout est mémorisé. Et tout ça suit un rituel très très précis. Très précis, et puis en lien avec les histoires, avec la tradition orale. Exactement. Avec donc, certaines formes de spiritualité qu'on qualifie parfois de totémique. Je pense notamment au collier que les visiteurs pourront découvrir dans l'exposition, qui fait partie des œuvres uniques que conserve le musée du Quai Branly, qui est ce collier fait avec presque 25 mandibules de chauve-souris roussettes, ces très grandes chauves-souris qu'on trouve
dans le Pacifique, dont on pense que ça pourrait être un collier de prêtre, mais on sait qu'il y a dans certaines régions de Fidji, et notamment à Rewa, des danses qui imitaient le vol des roussettes, par exemple. Donc là, il nous manque parfois des clés de compréhension pour savoir exactement comment différents aspects culturels étaient reliés à la religion. Et justement, quand on pense aux îles Fidji, c'est le cas en anthropologie, on pense à des systèmes de chefferies qui sont en pyramide, avec un chef suprême au sommet, et puis des chefs de rang inférieur, et jusqu'aux gens du commun, voire des gens qui sont en dessous et qui sont parfois qualifiés dans la littérature d'esclaves. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à la fois quand on se penche sur les œuvres, les dessins de Goupil, mais aussi les œuvres qui sont conservées dans les musées, on voit apparaître une diversité, et quand on se penche sur les textes, les écrits des marins français qui visitent l'archipel en 1838, on voit cette diversité apparaître et beaucoup plus de nuances que ce qui apparaît de prime abord. Je vais te lire 2 citations en fait, qui sont extraites du récit de voyage de Dumont d'Urville. Plusieurs chefs puissants se divisent presque en entier les populations de l'archipel. Le roi, ou chef d'un de ces États, paraît régner avec une autorité à peu près illimitée. Et Dumont d'Urville n'a jamais peur de se contredire. Cependant, lorsqu'une décision doit être prise et que le sort de la tribu en dépend, les principaux chefs ou guerriers, il ajoute déjà un paramètre intéressant, réunis en assemblée, sont appelés à délibérer, et le roi ensuite se prononce. Mais l'homme dont la puissance est la moins équivoque est le Nambeti, Nambete, le prêtre, ou prêtre de l'esprit. C'est d'après l'inspiration que l'esprit est censé lui communiquer que se décident les grandes questions. Il n'ordonne pas, il est vrai, mais l'avis qu'il a ouvert est toujours adopté. Et ce que Dumont d'Urville nous révèle ici, c'est quand même un monde qui est bien plus dans le consensus que ce qui apparaît de prime abord quand on a l'impression qu'on est face à des rois absolus de droit divin, comme l'est la monarchie française, par ailleurs, mais avec un pouvoir de vie ou de mort. On lit des choses comme ça sur les gens du peuple, mais on sait, quand on se penche sur l'anthropologie contemporaine, qu'il y a toujours une réciprocité entre le peuple et les chefs, et là on se rend compte qu'il y a aussi en fait beaucoup de figures d'autorité qui fonctionnent en réseau, en dialogue, avec les prêtres, les chefs, les guerriers. Et le rôle de la guerre est très important. Tu vas peut-être nous l'expliquer un petit peu mieux, mais il y a une autre citation qui me fascine absolument dans ce que rapporte Dumont d'Urville de son passage à Fidji, c'est celle-ci. Dans les grandes occasions, le chef de la tribu est obligé de consulter le Nambeti. Donc de nouveau, clairement, un rôle très important joué par le prêtre de conseil. En cas de guerre, le Nambeti se mêle avec les guerriers et combat avec eux comme un chef ordinaire. J'adore cette citation, parce que là, ce que Dumont d'Urville nous révèle, c'est vraiment ça, c'est vraiment un enchevêtrement des sphères religieuses et politiques, qu'on trouve ailleurs, dans le monde au XIXe siècle, mais un pouvoir des chefs d'apparence tout-puissant, mais en fait bien plus équilibré que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? La société fidjienne est organisée dans cette manière-là, et on garde dans le mémoire la lignée de chacun et tout le monde. Et donc, des centaines d'années après, même des millénaires après, on peut tracer qui vient d'où dans la société fidjienne. Et donc, c'est pour ça, dans le regard des étrangers à Fidji, quand ils voient qu'il y a un clan qui sert le chef, le grand chef, tout de suite, ils placent ça dans notre contexte plutôt occidental. C'est les serviteurs, c'est des gens... Mais en fait, c'est les gens qui ont la priorité dans ces maisons. Et donc, ils ont la priorité qu'ils auront un accès au grand chef et au roi que personne d'autre. Et donc, un autre aspect, c'est justement le mbete avec le chef et le chef avec le vanur. C'est que souvent, les chefs et les rois n'ont pas le droit de parler.
Tout à fait. Il consulte avec le Mbete et le Mbete consulte avec son Matanivanua au Premier ministre, au représentant, porte-parole. Et le porte-parole donne les idées du chef à les premiers clans qui ont la responsabilité d'être le bouche du roi. Musunivanua. Musunivanua, mais aussi quand tu dis Matanivanua, c'est le visage. Le visage. Exactement. Du peuple ou de Vanua. Du peuple, du pays. Absolument. Ce n'est pas le chef qui s'exprime. C'est pas le chef. Le chef, c'est très symbolique. Et c'est pour ça quand Dumont d'Urville est arrivé en Mbao, il a du mal à comprendre la relation entre le Bunival, le chef de guerre Ratutano Visawanga, et le Rokotuimbao, qui était le grand chef roi suprême de Mbao, mais qui est silencieux et sans puissance, ou son pouvoir. Son pouvoir évident pour Dumont d'Urville. Absolument. Il note des choses, mais il ne comprend pas exactement ce à quoi il assiste. Et donc on a évolué quelque part, comme les Tongiens, sur le grand chef, le roi, qui est juste symbolique. Et donc le petit, la lignée cadet, le Bunival ou le chef de guerre, à cette époque-là, ils ont monté en puissance partout en Océanie. Parce qu'ils avaient l'expertise de faire la guerre avec tout le monde. Avec en plus les armes à feu qui viennent modifier considérablement les équilibres en place. Exactement. Et justement, quand on se penche sur à la fois les récits de voyage, les dessins de Goupil, et les récits de voyage, les dessins de Goupil, les collections de musées, on rencontre aussi d'autres objets qui ne sont pas des objets masculins. Je vais aller droit au but. Les femmes, le rôle des femmes, la place des femmes, elle est toujours là dans les récits de voyage, dans les dessins de Goupil. Les femmes sont omniprésentes, mais un peu en creux, un peu en filigrane. Et dans l'exposition, elles ont une place extrêmement importante parce qu'en fait, ces collections, ces récits de voyage nous révèlent énormément de choses d'elles. Mais c'est vrai que quand on pense aux religions anciennes, on a le premier réflexe des Européens, y compris des Européens qui visitent Fidji en 1838, ce n'est pas de penser à un rôle du monde féminin dans la religion qui soit extrêmement important. Tu as mentionné la dernière fois, dans les derniers épisodes, l'existence de sœurs jumelles qui sont des figures légendaires extrêmement importantes, des figures d'ancestralité. Tu as mentionné à plusieurs reprises le fait qu'il y avait des déesses à Fidji. Et c'est vrai que quand on regarde les objets qui sont soit décrits comme étant dans les temples, les Mbore Kalou, je pense par exemple aux nattes. Dumont d'Urville nous dit qu'il y a des nattes sur le sol et qu'il y a des nattes qui sont sur les murs et qui sont des offrandes faites aux dieux, aux Kalou. Ce sont des objets qui sont produits par les femmes. Il mentionne aussi, et c'est très souvent mentionné dans la littérature ancienne sur Fidji, un rideau de tapa. Et certains auteurs nous disent que c'est via le tapa, l'étoffe d'écorce battue, que le Kalou, le dieu, vient s'incarner parmi les hommes et donc entrer en communication avec eux par l'intermédiaire du prêtre, Nambete. C'est aussi le tapa, un de ces objets de valeur et d'échange, Iao, qui est produit par les femmes. Et puis là où ça devient encore peut-être un peu plus intéressant, c'est quand on se penche sur certaines œuvres qu'on ne trouve pas dans les collections du Dumont d'Urville, mais qu'on a tenu quand même à intégrer à l'exposition parce qu'elles sont extrêmement importantes et qui sont par exemple ces figures sculptées. La dernière fois, quand on parlait de la description du Mbore Kalou par Dumont d'Urville, il y avait un terme qui nous embêtait un petit peu, Amboua. On ne savait pas trop ce que Dumont d'Urville voulait nous dire avec ce mot-là qui est clairement une erreur de transcription de quelque chose d'autre. On pensait c'est peut-être tambou, mais tu as aussi mentionné tamboua. Tamboua, c'est la dent de cachalot, utilisée de façon rituelle à Fidji, très liée au monde des chefs, mais certaines traditions orales et certains récits ethnographiques nous rapportent que ces dents de cachalot cérémonielles pouvaient aussi servir de réceptacle d'essence divine ou ancestrale, de servir de lieu d'incarnation pour le Kalou parmi les hommes. Et on trouve d'autres objets qui servent à cette incarnation des Kalou parmi les hommes. On a mentionné le tapa,
le massi, comme on dit à Fidji, l'étoffe d'écorce battue, mais on trouve aussi des figures anthropomorphes, des figures humaines, et beaucoup parmi ces figures sont des figures féminines. Ouais. Et c'est le cas de la petite figure que le musée du Quai Branly conserve. C'est un achat assez récent du musée du Quai Branly, achat sur le marché de l'art en 2019, d'une petite figure, donc elle fait 18 cm de haut, et elle est assez fascinante de plein de manières. Déjà parce qu'elle appartient à un corpus qui est extrêmement restreint. Il y a une douzaine de ces petites figures conservées au monde, qui sont plutôt des collectes un peu plus tardives en fait, que les collectes du Mont d'Urville. À ce moment où les Français sont présents à Fidji en 1838, ces objets-là sont complètement inaccessibles aux Européens. Ils ne les voient pas, on ne leur en parle pas. Ils restent extrêmement confidentiels dans les communautés. Mais quelques années plus tard, les objets, la société s'est transformée, les chefs se sont convertis, les peuples très largement aussi, les sociétés deviennent chrétiennes et les objets qui sont liés à l'ancienne religion peuvent être échangés avec les Occidentaux sans que ça veuille dire qu'ils perdent en valeur. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils deviennent aliénables, comme on dit en anthropologie, alors que jusque-là, ils étaient inaliénables, ils ne pouvaient pas être cédés. En tout cas, cette petite figure, elle a autre chose de très intéressant, c'est que quand on connaît bien Fidji et qu'on sait ce que c'est qu'un tambua, une dent de cachalot cérémonielle, qui donc servait parfois de réceptacle d'essence divine, et qu'on prend cette petite figure en main, elle a quelque chose du tambua. Dans sa forme, avec le sommet de la tête qui est pointu, dans sa surface, avec une patine qui a l'air d'inclure du noir de fumée, et on sait que certains tambua étaient fumés. On les appelle tambua ndamu, le tambua rouge. Rouge, si on traduit littéralement. On est ici dans une petite figure qui est lourde par rapport à sa taille, qui a un poids donc, qui est très dense, quelque chose qui là aussi rappelle l'ivoire de cachalot, et donc qui a l'air d'avoir en fait été utilisé en contexte rituel pendant de très longues années, et qui peut être manipulé à la main, un petit peu comme un tambua. Elle est aussi suffisamment petite pour avoir pu être placée à l'intérieur d'un petit temple, un borekalo miniature, comme celui dont on a parlé la dernière fois, pour aider à servir d'objet intercesseur entre le Dieu qu'on veut invoquer et la communauté. Et puis il y a une autre chose qui nous fascine complètement avec cette pièce, c'est que c'est une femme, c'est une figure féminine, et notamment elle devait avoir des objets rapportés, elle devait sans doute avoir des ornements d'oreilles. Donc ça, peut-être qu'on peut dire deux mots de la pratique du percement des oreilles à Fidji. Elle devait aussi avoir des incrustations au niveau des yeux. Et puis elle a ce petit débord comme ça, au niveau de la taille. Alors elle est très chic, puisqu'on dirait qu'elle a les mains dans les poches. Donc on la trouve d'une modernité absolument incroyable. Mais en fait, elle devait avoir une petite jupe. Elle devait avoir une petite ceinture de fibres, ce qu'on appelle en fidjien liku, qui sont vraiment les vêtements des femmes, par excellence. Et donc, tout d'un coup, on est dans un monde qui est toujours, ou très souvent décrit par les Européens comme étant un monde de la toute-puissance, de la masculinité. Et en fait, tout ça s'effrite très très vite quand on se penche sur les données que nous rapportent les récits de voyage, les dessins de Goupil, mais aussi les objets de musée, avec des figures féminines tutélaires et extrêmement importantes qui ont l'air d'être au cœur de la religion fidjienne. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots peut-être de ces présences féminines dans la religion fidjienne ancienne ? Oui, c'est vraiment l'aspect ou la partie de la religion on dit l'ancien Fidji qui était complètement écarté par l'arrivée du christianisme, par les méthodistes et les catholiques, parce que, bien évidemment, ça ne correspond pas aux doctrines de patriarcat très très présentes dans la Bible et d'autres écrits. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de mantakao qui nous reste. Mantakao, c'est la figure sculptée, exactement, en féminine, et on sait qu'il avait énormément présent
à travers les rituels que tu décris, par exemple, on va pas aller encore plus profondément quand on touche le sujet des femmes. Justement, j'ai pensé à ça en regardant ça, parce que les rituels de la passage à l'adolescence d'une jeune femme passent aussi à l'intérieur de la maison, où elle porte une figure sculptée féminine sur la hearth, où ils font la cuisine et tout ça. Oui, sur le foyer. Le foyer. Et elle est debout avec une figure comme ça, féminine, et elle récite les prières ou les incantations. Alors ça, c'est fascinant, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Dans quelle région? Dans la plupart de Fidji. Et après ce passage-là, elle va partir pour être tatouée. D'accord. On parlera du tatouage. Exactement. Mais ces figures, la présence en égalité des figures féminines dans la religion fidjienne était très très présent. Il était bien évidemment très lié à la vie, la santé des femmes, mais aussi la psychologie des femmes et la santé mentale. Parce que je rappelle toujours mon père qui avait 12 ans quand la grande-tante de ma grand-mère, sa mère, est décédée. Des gens disent qu'elle avait plus que 100 ans. Elle est venue de cette époque à Fidji. Oui, donc finalement, on est à quelques générations. Exactement. Et elle, quand elle était plus jeune, elle était mariée à un jeune chef de la région. Ça s'est passé mal. Et donc, elle a perdu un peu la tête. Et donc, pour se soigner, elle est allée dans la grotte, dans les forêts, où elle habitait la déesse Liku Sui. Liku, la jupe, Sui, les os. Les os. Et donc, elle est partie pour 6 mois dans la grotte. Et tout le monde l'a laissée là-bas. Et donc, c'était pour récupérer sa santé mentale. Et dans les traditions fidjiennes, ces déesses-là aident les femmes à se remettre psychologiquement et physiquement, bien évidemment. Il y a tout un monde spirituel, religieux, avec des pratiques spécifiques qui est propre aux femmes à Fidji. En 1838 et sans doute avant et sans doute après également, mais qui nous échappe très largement parce que les visiteurs occidentaux qui décrivent les sociétés fidjiennes sont pour la plupart des hommes blancs et que le monde des femmes leur échappe très largement. Tu nous parlais en fait de ces récits qui se transmettent de génération en génération, qui vivent au sein des familles et qui est lié à une pratique qu'on appelle talanoa en fidjien. Talanoa, la façon dont je le comprends, c'est raconter des histoires. Mais tu vas me corriger si je me trompe, c'est beaucoup plus que ça. C'est, d'une certaine manière, écrire l'histoire. C'est comme si on retrouve le fil d'histoire qu'on a laissé à côté hier soir et on retisse la continuité de ces histoires-là. Et donc, c'est vrai, raconter les histoires, c'est la manière dont on comprend les choses, mais chez les Fidjiens, c'était le véhicule. Ces histoires sont le véhicule pour leur histoire, leur tradition, leur généalogie et la spiritualité aussi. Toute la mémoire collective, en fait. Exactement. Et donc, en parlant de la position des femmes et les hommes dans la société fidjienne, il y a une histoire qu'on raconte pas beaucoup maintenant à Fidji. C'est la grande rencontre dans la mer entre le dieu du Nord, qui est le grand requin-tigre, Ndakwang, et la déesse du Sud, le pieuvre, Moloniwas. Et il est venu, et il a essayé d'entrer dans son territoire, dans ses îles. Et ils ont bataillé, ils avaient une rencontre. Dis-moi que c'est la pieuvre qui a gagné. Et la pieuvre, bien évidemment, elle a gagné. Elle avait 8 bras. Donc puis, les connotations, absolument. Et donc, la connotation, on peut l'interpréter comme on veut, mais bon, ça dénote quand même la puissance. La puissance virile face à l'intelligence. Donc, il a cédé la place à la pieuvre, il est retourné chez lui. Très bien.
Je pense qu'on va parler du monde des femmes encore plus la prochaine fois. Très bien. On a beaucoup de choses à dire. Les femmes sont très présentes dans cette exposition parce qu'elles sont très présentes dans Ouais. les objets, dans les dessins, Tout à fait. dans les récits de voyage. On s'en reparle la prochaine fois. À bientôt. Mo demanda, Vou demandar sua total. sotatale.